Bonjour Philippe, Bonjour Arnaud. bonjour à tous. Alors on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau magazine qui s'appelle donc l'Aromazine Co et qui va traiter donc de sujets autour des huiles essentielles, de l'aromathérapie, mais aussi globalement de la santé au naturel. Alors ce magazine s'appuie en fait sur une formation qu'on a mise en ligne qui s'appelle Natural Chemia, Philippe. Oui, Natural Chemia, son sous-titre c'est l'Académie internationale d'aromathérapie scientifique, est venue d'une réunion d'amis passionnés par l'aromathérapie, toi Arnaud, mais également notre ami Kevin Burdin et moi-même. Et en fait, on a allié nos trois approches différentes de l'aromathérapie scientifique, l'aromathérapie française, pour essayer de donner aux gens tout ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, puisque l'union fait la force en quelque sorte, et nous nous adressons aussi bien à des gens qui n'ont jamais touché à l'aromathérapie et qui vont pouvoir, grâce à nous, démarrer avec de très bonnes bases, mais on s'adresse aussi à des gens confirmés, des gens passionnés qui vont de toute façon apprendre des choses, ne serait-ce que parce que nous avons voulu une formation extrêmement riche. Hmm. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est vraiment une formation qui a une particularité, c'est aussi d'avoir du concret, puisqu'on expédie des testeurs d'huile essentielle, puisqu'il nous semble absolument impossible d'apprendre les huiles essentielles sans les sentir. Hein, donc, on a vraiment voulu recréer en fait ce lien qu'on peut avoir en présence, en présentiel, malgré la distance et le e-learning. Oui, tout à fait Arnaud. Il y a une dimension de laquelle on s'est toujours préoccupé tout au long de l'élaboration de ce parcours pédagogique, c'est qu'on veut prendre les gens par la main, on ne veut jamais les perdre, ne jamais les bloquer, de façon à ce qu'ils apprennent en s'amusant des notions qui sont parfois compliquées, mais qu'on met à leur portée. C'est pour nous le plus important. Hmm. Voilà, alors on démarre tout de suite avec notre magazine l'Aromazine Co. Alors on a voulu créer ce magazine pour donner des informations sur donc, les huiles essentielles, l'aromathérapie. On a découpé le magazine en plusieurs séquences. Alors il va y avoir une rubrique actualité dès que Kevin pourra l'animer avec nous. Qui va reprendre en fait toutes les dernières études qui sont sorties autour des huiles essentielles. Une rubrique sur la physiologie, le fonctionnement des huiles essentielles, ça ce sera plutôt moi qui m'en chargerai. Une rubrique que Kevin va animer également qui sera sur une ouverture sur d'autres aspects que les huiles essentielles, en intégrant aussi donc là le côté naturo, gémothérapie, etc. Et puis une interview, alors je te laisse en parler un petit peu Philippe. Oui, alors dans chaque émission, je vais essayer de vous proposer une interview d'une personnalité de l'aromathérapie qui va à ce moment-là nous livrer quelque chose sur sa passion, mais également sur son expérience. Notre premier invité, c'est le docteur François Quick Marinier qui a accepté notre invitation et nous l'en remercions d'ores et déjà. On démarre avec la première séquence. Allez, Absolument. on va retrouver Kevin qui va nous parler donc de la vitamine D et de son lien avec l'immunité, qui est quand même un sujet particulièrement d'actualité. La vitamine D est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses. Elle a un comportement particulier qui se rapproche du comportement des hormones. Toutefois, ça reste une vitamine. On rencontre actuellement en Occident beaucoup de personnes qui sont carencées en cette vitamine. Et cette carence est à l'origine de beaucoup de pathologies, notamment une diminution du sentiment de bien-être, une augmentation du risque de cancer, que ce soit le cancer du sein, du côlon, de la prostate notamment. Elle augmente, et ça on le sait depuis plusieurs années, les risques de complications cardiovasculaires. Elle diminue la fixation du calcium au niveau des os. Et on sait également qu'une personne qui a un statut en vitamine D optimal versus une personne qui a des carences en cette vitamine, si ces deux personnes développent une pathologie respiratoire, la personne qui sera en carence souffrira plus longtemps et peut-être de façon plus importante de la pathologie respiratoire. Une carence également majeure, le trouble affectif saisonnier. Arnaud vous en a parlé, avec la bergamote notamment. Et là, la vitamine D agit d'une façon différente. C'est une vitamine qui est un transporteur. Elle transporte la molécule qui précède la sérotonine. Elle permet le transport au niveau du cerveau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de vitamine D, le transport
est moins important et la synthèse de sérotonine au niveau cérébral sera moins importante également. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la diminution de l'efficacité du système immunitaire. La vitamine D agit aussi bien sur le système immunitaire inné que acquis. Où la trouve-t-on cette vitamine D? Pas dans le soleil bien évidemment, mais c'est les UV du soleil qui vont permettre la synthèse de la vitamine D au niveau de notre peau. Si on souhaite se supplémenter en vitamine D, on retrouvera cette vitamine dans les huiles de poisson gras, notamment l'huile de foie de morue qui contient, elle, de la vitamine A, de la vitamine D, des oméga 3. Désormais, les compléments alimentaires sont surtout constitués de vitamine D issue de la lanoline. La lanoline, c'est la graisse de laine de mouton. Et on retrouve maintenant de la vitamine D végétale qui est issue du lichen. Le lichen étant une alliance symbiotique entre un champignon et une algue. Sinon, le chocolat noir et les produits laitiers contiennent également de la vitamine D. Les apports journaliers recommandés en France sont de 600 unités par jour, ce qui correspond à 15 microgrammes. Les spécialistes, les scientifiques estiment que ces apports sont insuffisants et qu'il faut 1000 à 2000 unités par jour pour avoir un statut optimal. Si on souhaite se supplémenter davantage que 2000 unités par jour chez un adulte, il faudra une biologie sanguine pour confirmer que le statut est insuffisant et qu'il faut prendre davantage de vitamine D. Pourquoi observe-t-on des carences? Tout d'abord parce qu'on porte des vêtements longs en hiver. Les jours sont plus courts, il fait plus froid, on porte des manches longues, des pantalons, et il faudrait 20 à 30 minutes par jour d'exposition à la fois des jambes, des bras et de la tête, complètement dévêtus, pour pouvoir synthétiser de façon optimale la vitamine D. Bien évidemment, ce n'est pas possible vu les températures. Ensuite, l'âge. La vitamine D, pour être efficace, doit subir une métabolisation au niveau du foie et au niveau des reins, et cette métabolisation est moins efficace plus l'âge avance. La couleur de la peau, que l'on soit blanc ou de couleur, l'impact des UV n'est pas le même sur la peau. Les crèmes solaires, bien évidemment, faisant barrage aux UV, la synthèse n'est pas bonne. La latitude. Les personnes qui habitent au nord de Paris ne disposent pas d'assez d'ensoleillement pour synthétiser convenablement la vitamine D. Eh ben merci Kevin pour ce beau partage autour de la vitamine D et donc de l'immunité. Et c'est vrai qu'on voit quand même que la vitamine D est un des piliers de l'immunité qu'il faut absolument considérer dans la période actuelle. Et on a quand même souvent des carences, donc c'est très important de prendre régulièrement cette vitamine D. Tu as tout à fait raison, Arnaud, et peut-être il faut dire aussi que cette vitamine D, elle est très facile à prendre. Elle se présente le plus souvent dans une mie de tournesol, donc c'est facile à assimiler, ça n'a pas beaucoup de goût, donc vraiment, vraiment, il faut surtout penser à cette supplémentation, en particulier en ce moment. Alors, si jamais vous avez des questions sur la vitamine D ou le petit exposé que Kevin vient de faire, n'hésitez pas à les poster en commentaire soit sur YouTube, soit sur Facebook, et on y répondra, peut-être par exemple dans les prochains Aromazines. Alors, on va démarrer tout de suite la séquence suivante, là qui va me concerner. On va parler de la dépression saisonnière, comment elle fonctionne, à quoi elle est due, et comment on peut agir dessus avec les huiles essentielles. Allez, c'est parti! Alors, on va tout de suite aborder le thème du jour qui est celui de la dépression saisonnière et voir d'où elle vient et comment on peut la soulager avec des huiles essentielles. Alors, cette dépression saisonnière, il faut le savoir d'un point de vue un petit peu scientifique, elle porte le nom de TAS. Alors, qu'est-ce que le TAS? En fait, TAS, ça correspond à l'acronyme de troubles affectifs saisonniers. Donc, pour pouvoir parler de troubles affectifs saisonniers, les scientifiques ont mis en place une classification basée sur 4 caractéristiques qui doivent être remplies pour donc s'intégrer à ce syndrome, on pourra dire, dépressif. Alors d'abord, il faut évidemment une corrélation entre la survenue de ce syndrome et le moment de l'année. Sinon, bien sûr, on ne peut pas parler de troubles saisonniers. Il faut ensuite qu'il y ait une rémission complète entre les épisodes. On doit ensuite ne pas avoir de corrélation avec d'autres événements saisonniers. Par exemple, si vous êtes au chômage tous les ans au printemps, par exemple, il est normal à ce moment-là d'avoir une petite baisse de morale. Et ça, ce n'est pas forcément lié à la saison, c'est lié au chômage qui intervient à ce moment-là. Donc ça, évidemment, pour pouvoir parler de troubles saisonniers, il ne faut pas qu'il y ait ce lien avec un événement extérieur.
Et puis, le trouble saisonnier doit aussi être relativement récurrent avec une survenue régulière, on va dire, au cours des années précédentes. Alors, le trouble saisonnier présente une caractéristique également, c'est qu'il peut être amélioré par la luminothérapie. On a observé le fait que lorsqu'on soumettait des individus souffrant de troubles saisonniers à un éclairage même artificiel, hein, avec des ampoules qui recréent par exemple la lumière du jour, eh bien on arrivait à améliorer l'humeur et à, en quelque sorte, contrebalancer les effets de ce trouble saisonnier. Alors, ce que ça montre, cette luminothérapie, c'est que ce trouble saisonnier pourrait être dû à des problèmes liés justement au manque d'ensoleillement qu'on va rencontrer le plus souvent à l'automne, hein. Donc le trouble saisonnier, il démarre souvent en octobre et il se prolonge jusqu'en général vers décembre. Et puis c'est à partir de là que ça commence un petit peu à aller mieux. Donc c'est en fait cette transition entre le moment où les jours sont plutôt longs vers une période où les jours sont très courts que ces troubles apparaissent, et donc ça pourrait être lié effectivement à la durée d'ensoleillement. Alors d'un point de vue un peu plus scientifique, au niveau neurologique, que se passe-t-il lors de ce trouble? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est située relativement en profondeur, hein, dans le cerveau, vous le voyez ici, et cette glande pinéale va être responsable de la production d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Cette hormone, donc la mélatonine que vous voyez ici, est produite essentiellement la nuit. En journée, on ne produit pas de mélatonine. Et en fait, ce qui pourrait expliquer, en partie en tout cas, le trouble saisonnier, c'est le fait d'avoir des jours de plus en plus courts. Ça nous expose à une quantité de plus en plus importante de mélatonine et donc potentiellement à un petit syndrome dépressif. Alors si on répartit la production de mélatonine sur la journée, vous voyez que le taux de mélatonine est indiqué ici en ordonnée, le temps en heure est indiqué en revanche en abscisse, et vous voyez qu'effectivement la mélatonine est produite pendant la nuit et qu'elle n'est quasiment pas produite au cours du jour. Donc vous comprenez bien que si, par exemple, à l'automne, la durée de la nuit augmente, eh bien la durée de production de mélatonine augmente également, le taux de mélatonine auquel notre cerveau est exposé augmente lui aussi, et ça peut avoir justement des effets sur l'humeur. Donc premier candidat, on va dire, qui pourrait être responsable de la dépression saisonnière, c'est la mélatonine. Mais il y a un autre candidat qui est très étudié par les scientifiques et peut-être même encore qui est peut-être plus coupable en quelque sorte encore que la mélatonine, c'est la sérotonine. Alors, la sérotonine, d'où vient-elle? En fait, la sérotonine est produite à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane lorsque l'organisme est soumis à la lumière. Donc en gros, plus les jours sont longs, plus le tryptophane est transformé en sérotonine et donc plus notre cerveau est exposé à cette molécule. Sauf que cette molécule, elle correspond à un petit peu l'hormone du bonheur. Et donc, quand on arrive dans une période où les jours sont courts, que se passe-t-il? Eh bien, il y a moins de soleil, évidemment, on est moins exposé à la lumière du jour, et donc on va produire moins de sérotonine. Or, la sérotonine, rappelez-vous, a un effet plutôt favorable sur l'humeur. Donc si on met bout à bout ce qu'on vient de voir, vous voyez que d'un côté on produit moins de mélatonine, on produit plus de mélatonine qui a un effet plutôt négatif sur l'humeur, et on produit moins de sérotonine qui a plutôt, elle, un effet positif sur l'humeur. Donc au final, on comprend bien que lorsque on entre dans des périodes où les jours sont courts, eh bien on est un petit peu un problème potentiel, en tout cas au niveau de l'humeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a certaines huiles essentielles qui vont avoir un effet sur l'humeur en jouant sur les différents neuromédiateurs que nous venons d'étudier. Alors, la première huile essentielle dont je voulais vous parler, c'est la bergamote. La bergamote a été très étudiée et on sait aujourd'hui qu'elle a un effet très positif sur le sommeil. Et donc, c'est plutôt une huile essentielle qu'on aura intérêt à utiliser le soir. Pourquoi? Parce que son effet est plutôt hypnotique, elle a un effet calmant et donc elle va plutôt favoriser l'endormissement. Et comme c'est une période, la dépression saisonnière, où on peut avoir des troubles du sommeil, eh bien la bergamote est clairement une huile essentielle qui sera à utiliser plutôt en fin d'après-midi, pourquoi pas en olfaction. On peut tout à fait la respirer à travers un inhalateur, un stick inhalateur, et ça peut favoriser justement l'endormissement dans les heures qui suivent. Il y a une autre huile essentielle qui peut agir de façon très efficace sur les troubles de l'humeur, liés donc à la dépression saisonnière. C'est un autre agrume, c'est cette fois-ci le citron. Le citron, lui, aura plutôt une action stimulante et il sera donc plutôt à utiliser en début de journée. Donc vous voyez clairement que vous pourriez imaginer deux sticks inhalateurs,
Les deux avec des agrumes, hein, mais l'un avec plutôt de la bergamote qui sera utilisée le soir pour favoriser l'endormissement, et l'autre avec du citron zeste, hein, plutôt le matin pour favoriser justement une activité cérébrale plutôt intense dans la journée. Il faut quand même savoir qu'il y a une autre huile essentielle d'un autre agrume qui est peut-être moins connu, mais qui a été remarqué pour son action sur justement l'éveil intellectuel, c'est le yuzu. Alors le yuzu, c'est un agrume qui est en fait un hybride qui a été formé au départ au Japon et qui a une odeur absolument divine. Et donc le yuzu est très intéressant et pourrait remplacer ici le citron zeste, hein. Pas le soir, mais plutôt le matin. Il est plutôt stimulant le yuzu. Voilà. Si je résume tout ça, n'oubliez pas, hein, c'est très important, les huiles essentielles que nous venons de présenter contiennent des furocumarines. Elles sont donc photosensibilisantes, donc ne les appliquez surtout pas sur la peau avant d'avoir une exposition solaire. Ça peut aller jusqu'à 12 heures, donc c'est quand même très long. Et donc, il est vraiment important d'utiliser de préférence un stick inhalateur. Au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contact avec la peau. On met les gouttes d'huile essentielle sur la mèche, donc un stick inhalateur avec la bergamote, un stick inhalateur avec le citron zeste ou bien avec le yuzu, un pour le soir, un pour le matin. Et on va choisir son stick inhalateur en fonction donc du moment de la journée. Et tout ça devrait nous permettre à la fois d'avoir de la gaieté dans la journée et de pouvoir s'endormir sereinement le soir. Voilà, vous voyez que les huiles essentielles peuvent être d'un grand secours pour le trouble affectif saisonnier, donc plus communément appelé la dépression saisonnière. Super Arnaud, c'est vrai que ces agrumes, ils sont absolument superbes pour remonter le moral. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ce qui est très important, c'est d'aller vers les agrumes que vous aimez. Hein, surtout, ne respirez pas des huiles essentielles par obligation, parce qu'à ce moment-là, ce sera contre-productif. Mais si vous préférez le pamplemousse au citron, la mandarine verte, la mandarine rouge, si vous préférez cela, il n'y a aucun problème, vous allez trouver les mêmes qualités et surtout vous faire plaisir. Exactement. Alors après, ce qui est vrai aussi, c'est que pour régler les problèmes de sommeil, il faut souvent une stratégie un peu plus complète, hein. Les petits trucs qu'on donne ici, c'est vraiment lié à la dépression saisonnière. Mais il ne faut pas hésiter quand on a un trouble qui s'installe et qui commence à durer un petit peu, peut-être à ce moment-là à consulter et à avoir une approche qui sera plus personnalisée. On démarre avec du coup ta séquence, Philippe. On enchaîne avec l'interview du docteur Françoise Quick Marinier, qui vient de sortir un nouveau livre, enfin pas vraiment un nouveau livre, en tout cas une nouvelle édition de son guide Terre vivante des huiles essentielles, dans laquelle quand même vous avez eu le privilège, toi et Kevin, d'être co-auteurs. Oui, Françoise Quick-Marinier nous a invités à participer à la rédaction de ce livre et c'était vraiment extraordinaire de travailler à ses côtés. Alors, ce que je dois dire du docteur Françoise Quick-Marinier, c'est que c'est une des très grandes pédagogues de l'aromathérapie scientifique en France et qu'elle a cette passion qui lui permet de s'adresser aussi bien à des gens qui ne savent rien de l'aromathérapie qu'à des préparateurs en pharmacie ou des pharmaciens. C'est vraiment une pédagogue hors pair et ça a été un véritable bonheur de la rencontrer pour l'Aromazine Co. Moi, c'est un des rares livres que je conseille aussi bien à des débutants qu'à des utilisateurs un peu plus confirmés des huiles essentielles. Il y a différents degrés de lecture en fait. Et quand on démarre, on va trouver des petites recettes très simples à mettre en place. Et quand au contraire on a besoin de notions plus précises, et ben là aussi on va les avoir. Et c'est assez extraordinaire d'avoir réussi à s'adresser dans un même ouvrage aussi bien à des débutants qu'à des confirmés. Et ben on va démarrer. Je te laisse donc en compagnie du docteur Françoise Quick-Marinier. L'Aromazine Co accueille aujourd'hui le docteur Françoise Quick-Marinier, actuellement à Lyon et qui doit se rendre à Grenoble, où elle animera dès ce soir, après Lyon, une conférence pour le comptoir aroma à l'attention des professionnels de santé. Docteur Quick-Marinier, vous êtes une des grandes pédagogues de l'aromathérapie scientifique en France. Avez-vous pour autant tiré un trait sur votre métier de pharmacien ? Bonjour Philippe, eh bien, merci pour vos mots qui me touchent. Pour cette phrase-là, non, je n'ai pas tiré un trait, je pense que c'est extrêmement important. Je travaille toujours en pharmacie et en ce moment encore plus, vu le contexte. Je pense que c'est très important de garder ce pied-là, de garder ce pied scientifique, mais aussi de rester informé de l'évolution du métier qui est extrêmement rapide. Les médicaments qui changent, les normes, la législation concernant aussi les huiles essentielles. Donc, je travaille toujours en pharmacie.
En 2019, vous étiez en Chine pour former des étudiants à l'aromathérapie française. Avez-vous été surprise par leurs attentes, en particulier en raison de leur possible sensibilité à la médecine traditionnelle chinoise? Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis rentrée le 23 décembre 2019 de Pékin, donc loin de Wuhan, mais quand même, ça peut faire peur. Oui, j'ai toujours été très surprise par leurs demandes qui sont très inhabituelles. Ils ont ils envisagent la vie très différemment qu'à l'occidental. Alors, il faut savoir qu'en Chine, on a deux façons en fait d'apprendre la médecine. Donc, c'est le même cursus au départ, et ensuite, au bout de quelques années, ils s'orientent vers la médecine traditionnelle ou vers la médecine plus dite occidentale. Donc, j'ai formé les deux types de médecins ou de professionnels de santé. Eux, alors souvent en médecine traditionnelle chinoise, ils vont s'intéresser beaucoup aux éléments terre, feu. Donc ça, c'est effectivement très intéressant aussi de réfléchir de ce côté-là. Et ils ont justement un abord même de la pollution. Moi, c'est en général ce dont je veux parler en premier. Et ça, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Donc, ils ont soit une médecine très préventive, même au niveau alimentaire. Ça, c'est pour les médecins plutôt de médecine traditionnelle. Pour les autres, ils sont plus royalistes que le roi. Ils vont aborder la médecine occidentale en disant c'est pas grave, on peut faire en gros presque n'importe quoi. Et après, grâce à la médecine, on se soigne. Donc c'est très particulier. Et l'aromathérapie dans tout ça, pensez-vous qu'elle peut prendre une place intéressante? Alors, ils sont très, très friands parce que justement, ils ont l'habitude. Vous avez en Chine de très nombreuses pharmacies traditionnelles de médecine chinoise, alors surtout avec des plantes. Donc, ils ont l'habitude de les utiliser. Beaucoup de plantes poussent chez eux. Ils sont particulièrement amoureux de la France et de sa lavande, puisqu'ils ont un feuilleton qui s'appelle L'amour dans la lavande dans certaines régions chinoises. Donc, il y a même c'est le Graal pour eux de venir voir les champs de lavande en France. Donc c'est intéressant, et il y a un très très gros développement. Alors ils ont eu beaucoup de cours d'aromathérapie anglaise, donc tout ce qui est cosmétique, tout ce qui va être bien-être, mais là maintenant ils sont de plus en plus intéressés pour se soigner de manière française en aromathérapie, donc de manière plus pondérale. Ils vont même être assez peu sécuritaires parce que justement ils utilisent beaucoup de produits à base de camphre que nous on utilise peu de par sa toxicité. Hmm. Alors, votre livre sorti récemment chez Terre Vivante, Sportif, le guide complet des soins naturels, témoigne du soutien efficace que vous prodiguez à des athlètes de très haut niveau. Pensez-vous qu'une approche naturelle puisse permettre de pallier à la sollicitation souvent délétère de l'appareil locomoteur utilisé très souvent à outrance chez nos grands sportifs? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit justement dans ces sportifs de haut niveau. C'est le vieillissement prématuré de notamment cet appareil locomoteur. Alors, je ne vais pas dire comme Winston Churchill, no sport et buvez du whisky, parce que ça, sûrement pas. Faire de l'activité physique est indispensable pour le sport et l'organisme. Par contre, faire du sport à outrance peut être extrêmement délétère. Je conseille d'ailleurs un tout petit livre du docteur, du psychiatre Boris Cyrulnik. J'aime bien le titre, c'est J'aime le sport de petit niveau. Et effectivement, ça fait du bien, ça met en route nos articulations. Quand on a de l'arthrose, c'est le meilleur traitement. Par contre, effectivement, prévenir et guérir leur douleur est très 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 demandé. Et comme ils sont très attentifs par rapport au dopage, eh bien, nos huiles essentielles ne sont pas dopantes, en tout cas sur la liste, et les produits qui sont interdits. Donc c'est une très 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 grosse demande, et puis une demande psychologique aussi, puisque vu la crise actuelle, ils sont pour beaucoup très démotivés, très démoralisés aussi de ce qui se passe. Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, pas lieu? Dans la plupart des sports, ils font actuellement des compétitions qui ne comptent pas. Donc en fait, ils rivalisent entre eux, mais il n'y a pas d'enjeu en fait. Donc c'est très particulier. Alors, suite au succès de la première édition d'un best-seller de l'aromathérapie, une deuxième édition très augmentée de votre guide des huiles essentielles, écrit en collaboration avec le docteur Anthony Touboul, vient de sortir chez Terre Vivante. Ce succès atteste d'un intérêt grandissant pour l'aromathérapie. Que cela vous inspire-t-il?
Oh, bah, je suis ravie. Je suis ravie de ça. Ça veut dire aussi que lorsqu'on prend le temps et la compétence d'écrire des choses scientifiques, eh bien, les gens sont au rendez-vous, disons. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a tellement dévoyé l'aromathérapie avec de très très nombreux ouvrages qui sont parfois trop vulgarisants ou qui contiennent peu de choses. Pas de chémotype, par exemple, pas d'espèces botaniques, ça existe et maintenant de moins en moins. Je pense que par ce genre d'ouvrage et d'autres, mais on va monter les gens en compétences, que ce soit les gens qui utilisent, mais également les gens qui vont se former. Et puis justement, j'ai eu la chance que deux membres de l'équipe, justement, de formateurs que vous êtes, acceptent de nous accompagner dans cette nouvelle édition, comme vous, Philippe, donc sur tout ce qui est olfactothérapie, domaine que vous connaissez extrêmement bien auprès de vos patients, hein, qui sont là encore un public particulier, mais qui sont aussi des sportifs de haut niveau, hein, un grand chanteur. C'est un vrai marathon, hein, sur une scène. Et puis également, Kevin Burdin qui nous a revisité la toxicologie parce que ça aussi, ça évolue très très vite en ce moment et c'était important de se tenir à la page. Alors on a justement abordé des sujets qui sont d'abord peu enclin à être compris, comme le quenching, le totem. On a fait le choix parce que je pense que c'est important que tout le monde comprenne ce genre de notions pour bien comprendre pourquoi les huiles essentielles ont une toxicité quand même moindre par rapport à des médicaments allopathiques. Hein. On est en dessous en général des toxicités de la caféine ou même du paracétamol. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'une huile essentielle ou d'une essence extrêmement populaire chez nous, c'est l'essence de citron zeste, qui passe pour être une des plus sécuritaires malgré la phototoxicité inhérente. Mais vous avez beaucoup étudié cet agrume et vous êtes à même de mettre en garde contre un certain danger, en particulier lorsqu'on l'utilise en soutien hépatique pour accompagner une antibiothérapie, voire une chimiothérapie, en raison de la présence d'un flavonoïde. Oui, tout à fait. Alors, et vous avez aussi le limonène où on a des interactions avec certains cytochromes, alors qu'ils n'interagissent pas en général avec d'autres médicaments. Mais je dirais pour commencer que il faut appliquer en aromathérapie comme ailleurs cette devise des infirmières primum non nocere, c'est-à-dire en premier ne pas nuire. Et si on n'est pas assez formé, hein, c'est l'objet aussi des formations qu'on peut faire. Si justement on n'est pas assez informé, formé et soi-même qu'on a essayé, je pense qu'il faut s'abstenir. C'est très important parce qu'on va arriver à des catastrophes. Et on en a vu avec cette crise virale des gens qui prescrivaient, qui conseillaient n'importe quoi avec en plus l'explosion des réseaux sociaux. Hein, donc cette huile essentielle de citron, comme toutes les autres, n'est pas anodine, que ce soit au niveau de sa photosensibilisation. Si j'habite en Polynésie, eh bien, elle sera d'autant plus à surveiller hein, parce que même si je l'avale, même si je la masse à des endroits où il n'y a pas de soleil, on pourrait avoir des soucis. Et puis effectivement, lors de cures de chimiothérapie, on va s'abstenir de donner ça, en tout cas par voie orale, parce que la toxicité la plus importante, elle est par voie orale, quelles que soient les huiles essentielles, hein, puisque là, il va y avoir une métabolisation des molécules au niveau du foie, par exemple, et forcément, il va y avoir des interactions avec, c'est considéré comme un xénobiotique, c'est-à-dire un produit étranger au corps humain. Donc, le corps humain va mettre en place ces systèmes de détoxification, de métabolisation, qui peuvent engendrer des effets par rapport à un autre médicament ou par rapport à d'autres aliments, par exemple. Donc, il faut faire attention. Là aussi, en cas d'antibiothérapie, il faut regarder quels sont les antibiotiques, qu'il n'y ait pas un antagonisme, qu'ils soient allopathiques ou aromatiques. Hein, ça me paraît indispensable. Donc, vous voyez, même sur une huile essentielle des plus sécuritaires comme celle-ci, il faut rester prudent. Si je me souviens bien aussi, dans vos formations, vous insistez beaucoup sur la qualité des huiles essentielles et en particulier sur les essences d'agrumes. Exact. Alors, concernant la qualité, alors il y a plusieurs critères à trouver. Commençons par les essences d'agrumes. Il y a environ 23 pesticides qui sont déversés, pulvérisés sur des agrumes non bio et traités après la récolte également. Comme en général, on ne les distille pas, mais on expresse justement le péricarpe, c'est-à-dire
la peau en fait, des agrumes. On récolte ces 23 pesticides ou presque dans les flacons d'huile essentielle qui concentrent finalement ces pesticides. Donc effectivement, suivant population qui utiliser des huiles essentielles bio, ça me paraît de plus en plus indispensable, notamment chez des populations fragiles. D'ailleurs, si on regarde le marché de l'aromathérapie, on vient de basculer maintenant, on est à plus de 58% des huiles essentielles vendues qui sont dites bio. Après, il faut vérifier aussi le bio, hein, suivant les pays, les régions du monde, c'est pas tout à fait le même non plus. Enfin, sur la qualité, bien, il y a 3 critères à regarder. Déjà que vous ayez l'espèce botanique exacte de l'eucalyptus, de la lavande ou autre, puisque les lavandes, on en a 80, donc qui sont parfaitement différentes. Ensuite, que vous ayez l'organe qui produit l'huile essentielle. Une huile essentielle de cannelle feuille qui sent la girofle n'a pas les mêmes molécules qu'une huile essentielle de cannelle écorce, par exemple, mais ça s'apprend en formation. Évidemment, c'est le premier objet de ce qu'on apprend en formation, pour une formation de qualité, en tout cas. Et ça permet de regarder si, lorsque vous voulez vous former, eh bien, dans le programme de formation, s'il n'y a pas justement comment acheter de la qualité, ce que je suis en train d'expliquer, on peut passer son chemin, hein, ça me paraît indispensable. La troisième chose qui est un peu plus technique, et là il faut se former, c'est le chémotype ou le biotype, c'est-à-dire la molécule ou les molécules qui induisent les propriétés ou et les contre-indications, le menthol, le camphre, etc. Hein, comme les thym, on en a une vingtaine, donc savoir si c'est du thym à géraniol, à thujanol, à linalol, à thymol, à carvacrol, etc. Donc ça me paraît indispensable. Cette qualité, là aussi, regardez d'où vient l'huile essentielle, son origine géographique. Une hélicryse qui vient de Corse et non pas des Balkans, par exemple. Ce sont 2 hélicryses différentes pour 2 propriétés différentes. Ça me paraît indispensable. Si le fabricant ne marque pas ce genre de choses sur l'étiquette, vous devez avoir accès en tant qu'acheteur d'huile essentielle à ce qu'on appelle un bulletin de contrôle. Donc là aussi, dans une formation qui tient la route, il faut que ce soit expliqué et qu'on sache lire un bulletin de contrôle. Donc voilà un élément aussi pour choisir sa formation. Et le vendeur d'huile essentielle doit être en mesure de vous la procurer, hein, qu'il soit pharmacien ou autre, même si ça les embête. Vous devez pouvoir contrôler la qualité de ce que vous achetez et ce que vous avez dans un flacon. Merci docteur pour ces conseils précieux. Alors, vous faites partie du comité de pilotage aromathérapie de la Fondation Gattefossé qui soutient activement la recherche en biologie végétale. À ce titre, percevez-vous une évolution quant à la perception des huiles essentielles en milieu hospitalier ? Alors en France, ça commence. Donc cette année, pour la première fois en 2020, nous avons attribué un prix européen d'aromathérapie, en l'occurrence à un hôpital belge, qui sont en général assez novateurs à ce sujet. Et là, c'était le cas. Bien que les huiles essentielles chez eux, eh bien, si vous voulez en bénéficier, il faille les payer, ce qui n'est pas le cas dans les institutions françaises en règle générale, en tout cas. Et donc oui, une grosse évolution. Alors la grosse évolution au niveau de la fondation, c'est qu'en 2021, nous aurons un prix international. Donc ça va être hyper intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et de continuer là-dessus. Et nous allons avoir plusieurs bourses et un prix français. Donc là aussi, une belle évolution. Pourquoi cette évolution? On est parti d'un prix d'une bourse et on est maintenant jusqu'à 6 bourses parce que justement, on a de plus en plus d'hôpitaux, d'institutions qui utilisent les huiles essentielles. Donc ça avance petit à petit. On va avoir un prix d'ailleurs sur la formation, comme par hasard, parce qu'on ne peut pas mettre en place des huiles essentielles dans une institution ou dans un hôpital si on n'est pas formé et correctement formé, hein, par des pros, par des gens qui ont pris le temps eux-mêmes de se former. Ça me paraît indispensable. Donc on a une évolution aussi parce que nous partions à la base sur comment prouver l'efficacité clinique des huiles essentielles. C'est assez compliqué en France de faire des études cliniques. On aura une bourse aussi là-dessus. Et on part aussi maintenant sur l'amélioration de la qualité de vie du patient et du soignant. Cette crise nous l'a montré aussi, prendre soin des soignants, c'est finalement par ricochet prendre soin des patients. Donc oui, une belle évolution. Alors il y a des régions de France qui sont plus en avance que d'autres, mais on s'attache aussi à former donc ces cliniciens, du chirurgien jusqu'à l'aide-soignante, qui vont justement mettre en place
en équipe, ça aussi c'est important parce que si la personne qui soutenait ça s'en va, eh bien ce ne sera pas possible de soutenir le projet s'il n'y a plus personne qui retient ça. Donc oui, une grosse évolution, et l'évolution elle vient aussi des patients qui demandent, hein, si on prend le centre de cancérologie de Lorraine par exemple, qui utilise des huiles essentielles grâce aux travaux et à la thèse de Laurent Occhio, eh bien vous avez des gens qui sont à mi-chemin entre certains centres hospitaliers où ils peuvent être soignés par leur cancer, eh bien certains choisissent le centre où il y a des bonnes odeurs, où on va justement prendre en compte leur stress ou certains effets secondaires, plutôt que l'autre centre, parce que ça n'est pas mis en place. Donc il y a aussi une pression des patients qui, eux, demandent ou, eux, sont extrêmement satisfaits. Hein. Les études de satisfaction sont très intéressantes. On est des fois à 98-100% des patients qui sont honorés et qui sont très contents de bénéficier de l'aromathérapie, quelle qu'en soit la forme et l'usage. Merci pour ces formidables ouvertures sur l'avenir. Alors, vous avez vous-même formulé certaines spécialités aromatiques qui sont commercialisées par le comptoir Aroma. Comment avez-vous mis au point des dosages qui peuvent à la fois et qui doivent être maîtrisés, mais aussi être efficaces pour le plus grand nombre? Alors, on respecte, alors en premier, là encore, primum non nocere, on respecte les recommandations, hein, donc notamment par voie orale, les nombres de milligrammes qui sont justement recommandés ou à ne pas dépasser, ça c'est déjà très important. Ensuite, on regarde l'indication pour lequel le ou les laboratoires veulent soulager les patients. Et ensuite, on va regarder comment construire une synergie. Donc, c'est là qu'il faut s'y connaître un petit peu en chimie. Donc, on parlait de formation tout à l'heure. Là aussi, il faut qu'il y ait un bon socle de chimie, relativement vulgarisé suivant notre socle d'études, bien sûr. Mais ne pas connaître la chimie des huiles essentielles, c'est s'enlever une grosse partie de la connaissance. Donc effectivement, quand on formule des produits comme ça, des compléments alimentaires en règle générale, eh bien, on va essayer d'associer les huiles essentielles sans qu'il y ait d'effets délétères, parce qu'il y en a qui peuvent s'annuler ou augmenter la toxicité plus on en met. Donc on limite le nombre d'huiles essentielles au grand maximum 5, c'est déjà énorme. Et ensuite, on va faire en sorte que lorsqu'on les ajoute, eh bien, 1 plus 1 égale 3 plutôt que 2, parce que justement, on va mélanger les familles moléculaires pour que celles-ci soient très synergiques. Alors, l'épidémie de Covid-19 sème de nombreux doutes et pose une multitude de questions. Parmi celles-ci, comment pouvez-vous expliquer que le concept même d'immunité soit si peu présent dans le langage des médecins et quasiment omniprésent dans celle des phytothérapeutes? Parce que je pense qu'on n'aborde pas du tout l'humain de la même façon, enfin en tout cas le patient de la même façon. La médecine dans sa globalité, disons, apprend sur les bancs de l'université à considérer l'humain comme un symptôme, ou en tout cas on va prendre le symptôme et on va dire voilà, on va le soigner, hein. C'est-à-dire que si on soigne une certaine pathologie qui va donner des brûlures d'estomac, ben, c'est pas grave, ensuite on soignera la brûlure d'estomac. Donc on reste symptomatique et on considère l'humain non pas dans sa globalité, mais dans ses organes. Donc je soigne un organe et non pas la personne dans sa globalité. À l'inverse, et ça vient aussi de la naturopathie, eh bien, le phytothérapeute a l'habitude depuis des siècles et des siècles, hein, de prendre l'humain dans sa globalité. Donc on va essayer de chercher pourquoi une thyroïde marche mal avant de simplement soigner la thyroïde. C'est ça aussi la grosse différence. Et je pense que ça va nous ramener à l'essentiel finalement, cette crise-là. C'est qu'une bonne immunité va nous permettre aussi de mieux lutter, de ne pas développer des formes graves, par exemple. On a trop souvent négligé quelqu'un qui a un diabète, ben on va soigner son diabète. Mais est-ce que vous avez des médecins, bien sûr, qui le font, mais est-ce qu'on va embêter la personne sur son surpoids ou le prendre en charge? On peut le prendre en charge, mais finalement, le surpoids vient d'où? Et là, on peut prendre aussi, vous voyez, c'est par ricochet. Pourquoi psychologiquement la personne a pris du poids? Ou est-ce que c'est dû à des médicaments, des effets secondaires? Ça, malheureusement, on est dans une médecine de spécialistes. L'ophtalmologiste s'occupe de l'œil, le gastro-entérologue s'occupe des intestins et personne ne fait forcément le lien. Alors que le phytothérapeute ou l'aromathérapeute
en tout cas quand il est bien formé. En tout cas, quand il a conscience de ça et quand il a quand même des bases médicales pour faire un diagnostic, parce que ça me paraît indispensable avant de prescrire n'importe quoi, eh bien, il va prendre en compte la personne qu'il a en face, hein, et non pas son œil, sa main ou ses dents. Hmm. Merci, docteur Cook-Marinier. Ce sera ma dernière question. Comment voyez-vous l'évolution de l'usage des huiles essentielles en France et celle du statut d'aromathérapeute? Que pourriez-vous conseiller si l'on vous donnait la parole? J'aurais plein de choses à dire. Alors, je vais essayer de vous résumer ça. Avec cette crise actuelle où on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas forcément de consensus médical. On a même des guerres entre villes, hein, et entre médecins. Donc ça, c'est très, très délétère pour l'image du grand public, pour la médecine actuelle et les traitements qui en découlent. Hein. Lorsqu'on a vu cette polémique qui n'est toujours pas plus ou moins finie, hein, sur l'hydroxychloroquine, par exemple, eh bien, ça entraîne une certaine défiance du malade ou du potentiel malade. Donc justement, ces gens-là vont aller plutôt voir des personnes qui vont s'intéresser à eux en tant qu'humains plutôt qu'à leurs organes. Donc forcément, l'évolution, elle va être de plus en plus. A priori, dans les chiffres, un Français sur deux utilise des huiles essentielles, ce qui est déjà énorme. Alors, je fais une parenthèse quand même sur l'écologie, hein. Il faut pour ça ne pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, planter à tout crin dans n'importe quelle région, hein, parce que planter de l'ylang-ylang en Bretagne, on n'aura pas les molécules qui vont être efficaces. Hein. Donc, là aussi, ça fera peut-être autre chose, mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est la nature finalement qui décide. Ce n'est pas la nature qui est à notre service, mais nous qui sommes à son service. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc là aussi, il faut utiliser avec parcimonie et bon escient nos huiles essentielles. Vous comme moi, on ne se prend pas un bain d'huile essentielle tous les matins sous prétexte qu'on aime les huiles essentielles. Hein, ce n'est pas du fun, ce n'est pas que du plaisir, c'est avant tout du soin. Et restons là-dessus parce que notre planète n'est pas extensible. Donc ça, c'est la première chose, avec une régulation de la filière PAM qui commence à être très mise en place. Hein. PAM, c'est plantes aromatiques et médicinales, avec de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent justement à cultiver et de manière très jolie et très efficace. Donc ça c'est bien parce qu'il nous faut le fond avant tout. Ensuite, l'évolution, eh bien, c'est encore au Sénat au niveau du statut d'herboriste, parce que les herboristes sont censés être des pharmaciens ou des préparateurs. Est-ce que réellement tous les pharmaciens ou les préparateurs sont suffisamment formés et motivés pour donner ce genre de conseils? Ça, ce n'est pas sûr. Donc, il faut des formations annexes, hein, les plus probantes et justement les plus solides possibles. Donc là, il y a un projet de loi par rapport au statut d'herboriste qui a été initié par une collègue et amie, le docteur Sabrina Boutef-Nouché et Pierre Champy, qui sont profs à l'université Paris-Descartes. Donc, on espère que ça va être justement légalisé avec justement un encadrement des formations qui vont avec. Je pense qu'il faut que les formations soient dispensées par des gens déjà formés, des gens, pour certains, qui sont professionnels de santé, donc qui ont un socle scientifique pour donner une information correcte. Donc, moi, déjà, si j'avais droit à la parole là-dessus, ce serait réglementer à minima le terme d'aromathérapeute, en imposant un minimum d'heures de formation avec justement des écoles, des organismes qui vont montrer leurs compétences par rapport à ça. Ça me paraît indispensable. Éviter des formations sur 1 heure et pouvoir s'appeler aromathérapeute, pour moi, c'est inconséquent et surtout dangereux. Hein, donc, réglementer un petit peu ce mot, que ce soit au niveau des ordres, au niveau des professionnels de santé, l'admettre pour herboristes, mais qui sont à minima formés. Hein, donc, faire des listes de formations aussi qui peuvent être acceptées. Alors, on n'est pas là à faire du copinage, hein, mais simplement, lorsqu'on voit qu'il y a un socle scientifique, expliquer comment expliquer la qualité, parler un petit peu de chimie. Je pense qu'il faudrait une commission là-dessus pour dire OK, on valide pour que cette formation
vous avez des écoles comme ça, hein, et qu'on ne dérive pas sur du charlatanisme. Ça me paraît effectivement indispensable. Donc, que les commissions actuelles se penchent là-dessus, même s'ils n'ont pas forcément le temps. Hein, l'ANSM a une commission normalement là-dessus, donc y réfléchir, ouvrir, puisque de toute façon le monopole un jour sur les plantes et les huiles essentielles a déjà en grande partie disparu, hein, mais que ce soit encadré, je dirais plutôt que réglementé, et que les gens puissent savoir qu'en allant se former chez tel ou tel organisme, ils seront correctement formés et informés de la toxicité et des précautions d'emploi. Ce sera le mot de la fin. Dr Quick Marinier, merci d'avoir répondu aux questions de l'Aromazine & Co. et bonne conférence à Grenoble ce soir. Alors vous voyez, le docteur Françoise Quick Marinier a un discours absolument passionnant. Quel que soit l'intérêt qu'on porte aux huiles essentielles, on apprend toujours quelque chose avec elle. Alors notre prochain invité, ce sera Pierre Bocon-Gibaud, qui est producteur distillateur d'huiles essentielles, que là aussi j'ai eu un grand plaisir à interviewer pour l'Aromazine & Co. Ce sera donc dans la prochaine émission. Ben voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si des choses nécessitent des éclaircissements. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'actionner la petite cloche bleue pour être tenu informé de toutes nos nouveautés. Voilà, à la prochaine! À bientôt!